Bien le bonjour, peuple de bord de ciel, nous revoici pour cette 4e vidéo de découverte des règles de Skyrim, le jeu d'aventure. Jusqu'à présent, j'ai vu plutôt du bon passer sous nos yeux, que ce soit en termes de matériel ou en termes de règles à proprement parler. Nous allons tout de suite continuer avec les cartes événements. Si on se rappelle bien, les cartes événements, nous avons une pioche ici avec pas mal de cartes quand même. Un seul événement actif qui peut être posé juste en dessous. Événement actif, si on en a un nouveau qui est pioché, il viendra remplacer celui présent là. Et celui présent là deviendra une des fosses. Qu'est-ce qu'on aurait de plus à savoir que certains événements vont nous faire placer des menaces. Bref, on va voir ça quand même dans le détail. Nous sommes là pour ça. Au début de chaque tour de jeu, le premier joueur pioche et résout une carte événement. Et il y en a 3 types. Les instantanés, il se produit quelque chose dans le monde qui affecte tous les joueurs. Une fois résolu, la carte est placée dans la défausse. Sinon, c'est un événement actif. Il s'agit d'une situation continue dont l'effet est global. Ouais, les effets d'un tel événement sont persistants et durent jusqu'à ce qu'un nouvel événement actif soit pioché, c'est bien ça. Auquel cas, l'ancien événement actif est alors placé dans la défausse. Et dans les événements, ça peut être une quête globale. Ah, ok. Il s'agit des quêtes qui peuvent être résolues par n'importe quel joueur. Donc dans ce cas-là, ça vient sur le côté ouest de Bord de Ciel, enfin de Skyrim plutôt. N'oublions pas que Skyrim est une province, une région. Donc si dans les événements on pioche une quête globale, ça vient ici. Et elles peuvent être résolues par n'importe quel joueur. Elles se déroulent généralement dans un lieu spécifique. Si elles sont résolues à temps, elles peuvent apporter certains avantages aux joueurs. Si elles sont ignorées ou se soldent par un échec, elles risquent d'entraîner des conséquences négatives qui peuvent affecter le monde dans son ensemble. Quand une quête globale est piochée, la carte est placée dans l'un des 4 emplacements, comme on a vu à l'ouest. Si tous les emplacements contiennent déjà une quête globale, les joueurs décident laquelle échoue et la remplacent par la nouvelle. Quand une quête globale est soit résolue, soit échouée, elle est placée dans la défausse, à moins que il n'y ait le symbole carte barrée. Dans un tel cas, elle est carrément retirée du jeu. Certaines cartes événements sont dotées de symboles supplémentaires dont le plus courant est le symbole menace. Cela signifie que les joueurs doivent ajouter un pion menace sur une carte qui peut en contenir ou sur l'une des forteresses du tableau des forteresses, situé dans le coin supérieur droit du plateau de jeu. Alors à chaque fois, il nous rappelle où sont situés les différents emplacements. On est quand même à la page 23. On le sait maintenant, hein, où c'est marqué le tableau des forteresses. Bon, il vaut mieux le rabâcher, le répéter. Mais là, on est opérationnel. Une carte qui comporte un chiffre inscrit dans le symbole noir peut accueillir des pions menaces. Lorsqu'une carte atteint sa limite de pions menaces, une conséquence négative se produit. D'accord. Dans les événements du tuto, on avait combien de... Alors, événements, ouais, ce ne sont que des événements, ça. Ça, c'était la quête principale. Ah, ça, c'était la suite de la quête principale, et ça aussi, la suite de la quête principale. Donc, en événement, on a eu la menace troll, une phrase explicative. Ça nous indique d'aller placer un pion menace quelque part, ou bien sur une carte en jeu, ou bien sur l'emplacement forteresse, qui, je vous le rappelle, se situe
Oh, à droite du plateau de jeu. Ici, marchandises excédentaires. Alors celui-ci, c'était une quête globale, ça va sur la gauche. Événements actifs, ça va sous la pile des événements, ok. Et on devait encore placer une menace. Ah ouais, et puis il y avait l'influence d'Edra qui était un événement immédiat, instantané, qui nous faisait rajouter une menace sur chaque quête. La vache! Et pourquoi j'en ai 4 marchand... non, c'est bon. Ah oui, puis il y avait le temps de rêve là, qui devenait aussi un événement actif, mais qui était bénéfique. Très bien. Alors, la plupart des cartes événements sont pourvues de 2 symboles menaces, ce qui implique que les joueurs doivent placer 2 pions. Ces pions peuvent être placés dans des endroits différents. Par exemple, l'un pourra être placé sur une carte quête, tandis que l'autre serait placé sur le tableau des forteresses. C'est le premier joueur qui décide. Les symboles menaces représentent des situations potentiellement dangereuses pour les joueurs. Ils peuvent facilement entraîner une défaite s'ils sont ignorés. Événements de jeu affectant tous les joueurs. Certains effets, que ce soit par le biais des cartes événements, statuts ou des quêtes, indiqués par le symbole multipersonnage, disposent d'effets qui affectent tous les joueurs. Si ce symbole apparaît lors d'une des situations de combat ou d'une quête globale qui n'implique pas l'ensemble des joueurs, l'effet n'affecte que les joueurs impliqués dans le combat ou la quête. D'accord. Donc ça implique tout le monde, sauf en cas de combat ou lors d'une quête spécifique dans laquelle seraient impliqués deux ou trois joueurs en même temps. Alors les cartes quêtes, justement, dans Skyrim, les histoires sont organisées en cartes quêtes. Chacune représente un passage d'une histoire plus vaste. La plupart du temps, un joueur devra résoudre plusieurs cartes pour terminer une histoire, bien que certaines puissent être résolues en une seule carte. Il y a 3 types de cartes quêtes: les principales, les personnelles et les globales. Alors, quête principale. Ça, on va les trouver dans les cartes format standard. Bah, ce sont toutes des cartes format standard de toute façon. Ils vont être comme ça. Dans les 300 et quelques cartes que l'on a dans la boîte, dans le sabot. Donc, quête principale. Elles suivent les périples des personnages et dépeignent les vastes complots qu'ils doivent déjouer dans tout bord de ciel. Les joueurs ne peuvent gagner qu'en résolvant les quêtes principales. Ignorer ces quêtes peut facilement entraîner leur défaite. Certaines quêtes principales, notamment au début et à la fin d'un chapitre, sont également globales. Cela signifie que la même carte quête principale s'applique à tous les joueurs, et qu'ils doivent résoudre l'histoire en groupe. Un joueur qui possède déjà une quête principale ne peut pas en piocher une nouvelle tant qu'il n'a pas défaussé la précédente. Ah, ok. Et n'oublions pas que l'on ne peut avoir que 2 quêtes actives sur son plateau joueur. Ah non, ça doit être la règle pour les quêtes personnelles. Voyons voir ça. Alors attendons. Quête principale. Certaines peuvent devenir, on a dit, des quêtes globales pour que tout le monde y soit impliqué. Ok. Donc, les quêtes personnelles. De nombreux individus de bord de ciel vont requérir l'attention des personnages, soit parce qu'ils ont besoin d'aide, soit parce qu'ils veulent les entraîner dans leurs machinations diaboliques. Ces quêtes annexes offrent aux joueurs la possibilité d'interagir avec le monde qui les entoure, tout en amassant des trésors, de l'expérience et des bonus uniques. Un joueur ne peut pas détenir plus de 2 quêtes personnelles à la fois.
Quand une carte ville ou nature permet à un joueur de piocher une carte quête personnelle, celui-ci ne peut pas la piocher s'il en possède déjà deux. Ces cartes sont très utiles, notamment parce qu'elles peuvent accueillir des pions menaces et ainsi fournir au joueur un garde-fou qui peut les sauver de la défaite après un événement particulièrement agressif. Toutes les quêtes personnelles comportent un point après leur numéro de façon à les différencier aisément des quêtes principales. Les quêtes personnelles comportent un point après leur numéro. Hmm, ça devait être une quête. Quête globale, menace troll par exemple. Ah oui, mais non, puisque là on a une numérotation de tutoriel, il faut plutôt aller voir l'exemple. Porte un point après leur numéro. Ah ok, ici. Mon petit étalon, par exemple, ça devient une quête personnelle. Toutes les quêtes personnelles comportent un point après leur numéro de façon à les différencier aisément des quêtes principales. Ah bah, ouvre tes yeux, Friedrich. Ici, la première, ce serait une quête personnelle. Ok. Et après, quête globale, certaines situations requièrent l'attention de tous les joueurs, ou d'aucun en particulier. Ces quêtes sont similaires aux quêtes personnelles, mais elles peuvent être résolues par n'importe quel joueur et leurs effets peuvent se faire sentir à travers toute la province. Il ne peut jamais y avoir plus de 4 quêtes globales actives en même temps. S'il y en a une nouvelle qui est piochée, les joueurs doivent choisir une des anciennes qui va échouer et la remplacer par la nouvelle. Oui, ou alors ne pas placer la nouvelle à la limite. Ça peut faire partie des choix, c'est bizarre qu'il n'y ait pas pensé. Je pense que je ferais ça d'ailleurs. Quand une quête principale ou personnelle est accomplie, le joueur conserve la carte près de lui afin de chroniquer l'histoire de son personnage. C'était pareil dans Fallout, je crois, ça. Les cartes quêtes conservées de cette façon ne comptent pas dans le maximum de quêtes qu'un joueur peut détenir à la fois. Oui, ce qui est logique puisqu'elles sont terminées. Alors, piocher des cartes. En cours de jeu, il sera parfois demandé aux joueurs de symbole carte plus vert, donc de piocher du paquet numéroté des cartes qui ont été déjà défaussées ou piochées par un autre joueur. Dans un tel cas, le joueur pioche la carte suivante. Ah oui, c'est vrai. Si on doit par exemple piocher 105 et qu'elle ne se trouve plus dans le paquet numéroté, on pioche 106. Si 106 a déjà été défaussé ou pioché par un autre joueur, on pioche 107 et ainsi de suite. Waouh, va falloir s'en rappeler ça. Va falloir s'en rappeler, ça me paraît important et important à la fois. Donc, allez, ce sera le Prums. Je mets un mémo en bas, le bon vieux post-it. Alors ensuite, le recto des cartes quêtes contient l'histoire que le personnage est en train de suivre. Le texte est généralement suivi d'un symbole de lieu. Le joueur place l'un de ses marqueurs colorés sur le plateau afin d'indiquer l'endroit où il doit se rendre. Pour les quêtes globales, utilisez un marqueur gris. Si le marqueur du joueur peut se rapporter à plusieurs lieux, par exemple une ruine à Estmarche, le joueur en choisit un et y place son marqueur. Ah oui, parce qu'on a vu que dans certains lieux du plateau, on pouvait avoir des lieux en double. De ruines, de mines, ce genre de choses-là. Donc là, c'est le joueur qui a pioché la carte qui choisit son lieu. Dès qu'il atteint un lieu de quête, le joueur doit... Ah non.
Ah si. Dès qu'il atteint un symbole comme ceci. Voilà. Et après a un trait de séparation. Le joueur doit arrêter de lire la suite du texte qu'il reprendra en arrivant dans le lieu indiqué. Il est toutefois acceptable de jeter un œil au reste de la carte afin de découvrir quel va être votre objectif afin de vous y préparer en conséquence. Bah, oui et non, parce que si on est censé s'arrêter de lire, bah, on s'arrête de lire. Sinon, ça sert à rien. Les cartes quêtes principales contiennent également un symbole central qui représente les 3 couleurs de compétences, accompagné d'un chiffre. Ce chiffre indique le nombre de compétences recommandées pour la quête. Ah bon? Plus le chiffre est élevé, plus la quête est difficile. Le chiffre indique le nombre de compétences recommandées. Voyons voir ça si j'en trouve. Je vois pas ça, je vois pas ça. Non. Bon. Ça n'a pas l'air de. Ou alors je ne regarde pas au bon endroit. Sur la carte quête. Mais attendez, Agadé à la fin du livre de règles, mais oui, c'est ça. On a le détail de toutes les cartes. Alors, ok, dans ce cas-là, ce que je ferai, on va continuer avec carte quête, test de compétences. Ouais, on va continuer sur ce chapitre-là. Ah bah voilà. Après ce chapitre-là, je ne continuerai pas sur le combat, mais on ira voir les descriptifs des cartes en détail à la fin. Ça nous permettra d'en connaître encore plus sur ce qu'on lira après. Ok, alors on en était où? On en était à dire que sur les quêtes principales, on avait un chiffre. Ensuite, la plupart des cartes quêtes disposent également d'un compteur de menaces dans leur coin supérieur droit. Ici, on aurait 4 menaces possibles. La quête échoue dès que le nombre de pions menaces atteint ce chiffre. Notez que ce compteur n'apparaît qu'au recto des cartes. La plupart des quêtes retournées, donc accomplies, ne peuvent plus recevoir de pions menaces. Au bas de la carte quête se trouve un défi appelé l'objectif. Ici, l'objectif, yes. Il y en a 3 différents. Les rencontres, les tests de compétences et les comptes à rebours. Alors pour les rencontres, objectif qui requiert d'affronter des ennemis afin de pouvoir continuer, indiqué par le mot nettoyer. Pour ça, il est possible d'avoir recours à l'aide d'un autre joueur comme s'ils exploraient un donjon ensemble. Pour un test de compétence, afin de réussir, le joueur doit lancer les dés de test de compétence et possiblement dépenser de précieuses ressources pour réussir. Et si l'objectif est un compte à rebours, ça force le joueur à rejoindre un objectif le plus vite possible. Et oui, dès que le joueur atteint le lieu indiqué par le symbole quête, un nouveau jeton menace est ajouté sur la carte au début de chaque tour de jeu. Le joueur ne se hâte pas, la quête va échouer. Dès que le joueur atteint le lieu indiqué par la quête, ah oui, c'est à ce moment-là qu'on déclenche le compte à rebours de la menace. Parce que sinon, imaginons qu'on pioche une quête case à fort d'hiver. Bah, par exemple, bon là c'est pas un gros spoilage, hein. On a un compteur de menace de 4. On déclenche le compte à rebours. Ah bah non, c'est une quête de nettoyage.
Donc dans ce cas-là, il faudrait nettoyer, objectif, être équipé, tester, objectif, Faillaise, ça doit être ça. Ça doit être ce genre-là. Objectif, se rendre à Faillaise, blablabla. Et chaque tour, ah ben voilà. Chaque tour, ajouter une menace à cette quête. C'est comme ça que c'est décomposé. Donc, normalement, ça va être bien indiqué. On ne devrait pas se planter. Alors maintenant, on en vient au test de compétences. Tout au long de la partie, les compétences des personnages seront mises à l'épreuve. Ils devront effectuer tout un éventail d'actions afin de réussir dans leur entreprise. Quand un joueur doit effectuer un test de compétence, il lance 3 dés plus un dé si on possède la compétence requise et on tente de battre la difficulté du test. La difficulté est représentée par un nombre de symboles du même type. Si le joueur obtient le nombre de symboles requis sur les dés, c'est réussi. Sinon, il est généralement possible de pousser en dépensant des ressources pour lancer d'autres dés. Un joueur pousse de 1 dé à la fois et peut répéter l'opération jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant ou être à court de ressources. Ça répond à l'une de mes questions où je pensais qu'éventuellement on pouvait pousser directement de 2 dés à la fois en dépensant 2 ressources, mais non, c'est 1 dé à la fois jusqu'à ce qu'on réussisse ou pas. Donc ça, ce sont les tests de compétences. Et ensuite, on va avoir les tests qui sont liés à notre piste de personnage. Lorsqu'un test demande au joueur de lancer ou bien en santé, en vigueur ou en magie, au lieu d'une compétence, on lance un nombre de dés égal à sa valeur maximale dans la piste concernée. Alors au démarrage, on a 5. Ça. C'est toujours la valeur maximale en fait. Même si je suis à court de santé, j'arrive ici. Et si on me demande de faire un test de piste, la valeur maximale est là. Et je suppose qu'en cours de partie, le curseur de bout de piste peut bouger, diminuer ou augmenter. Donc ce ne sera pas forcément toujours 5D. Et ce sera peut-être différent aussi en fonction du type de race que l'on prend pour le perso. I suppose. On revient sur les dés. Les dés des tests sont blancs. Les faces des dés affichent 3 symboles en différentes quantités. On a bien les 3 symboles, le triangle, le cercle et puis le losange. Voilà. Triangle, cercle, losange. Le dé d'ennemi est rouge, sert à déterminer les actions des ennemis et des acolytes. Ah oui, ceux qui viennent avec nous vont lancer le dé rouge aussi. Chaque phase du dé d'ennemi correspond à une action qu'il peut effectuer en combat. On ne lance jamais qu'un seul dé d'ennemi à la fois. Oui, c'est certainement pour ça qu'il est qu'en un seul exemplaire pour ne pas avoir à se planter. Bien, ça me paraît pas mal. Alors, les cartes quêtes principales, personnelles, globales et quêtes dans les donjons. Donc ça, c'est lié principalement au nettoyage. Type d'objectif rencontre, d'affronter des ennemis, nettoyer. Certaines quêtes demandent à un joueur de piocher et d'affronter des cartes donjons. Ah non, pardon madame. Ça doit être ça. Ces fameuses cartes-là. La quête est accomplie quand tous les ennemis présents dans le combat ont été vaincus. Fuir le combat entraîne l'échec de la quête, même si le joueur a vaincu le nombre d'ennemis requis. Ah ben zut alors. À chaque fois,
Défi de donjon. Alors attention, là, il y a marqué défi, pas quête. Hein. C'est moi qui... Défi de donjon, non, ça doit être différent. Là, on est toujours dans des quêtes spécifiques. Ok. Alors, le succès et les échecs sur les quêtes. Quand l'objectif est rempli ou que le nombre de pions menace et a atteint sa limite, on retourne la carte et on lit soit le succès, soit l'échec. Certaines cartes ne disposent pas de compteur de menace, elles ne peuvent donc pas accueillir de pions, et par conséquent ne peuvent pas échouer par l'accumulation de pions menaces. Une fois retournée, une carte quête ne peut plus recevoir de pions menaces, sauf dans le cas de certaines quêtes principales qui disposent elles aussi d'un compteur de menaces au dos. D'accord. Donc on a, on a toujours règle de base avec son exception qui va bien. Les ressources me gênent. Hop là. Quand une quête échoue, le joueur lit la section échec, sauf pour les quêtes de guerre et les quêtes globales, où l'échec est indiqué au recto. Ah ouais. L'échec peut entraîner divers effets tels que la perte de trésors, de possessions matérielles, voire le retrait de cartes qui auraient pu se révéler utiles du paquet numéroté. La plupart des quêtes personnelles comportent le symbole carte barrée dans leur section échec. Cela signifie que la carte est défaussée et que l'histoire ne progressera plus. La carte personnelle est retirée du jeu. À l'inverse, lorsqu'une quête personnelle échoue, lorsqu'une quête principale échoue, attention, l'histoire continue. Ah ouais, bien que la difficulté puisse se retrouver corsée. Donc quête personnelle échouée, ça vire, quête principale échouée, ça continue, sauf mention contraire. À côté de la section échec, se trouve celle relative au succès. Elle procure divers avantages, bonus, possessions matérielles. Lorsqu'une quête est accomplie, après avoir lu tout son texte au verso, qu'il soit demandé au joueur de piocher une nouvelle carte ou qu'aucune instruction supplémentaire ne soit donnée, le joueur conserve la carte quête afin de pouvoir la consulter à tout moment pour sa progression dans l'histoire. Et ils font une répétition de telle sorte qu'une telle carte ne compte plus dans la limite des quêtes principales ou personnelles. Tout pion présent sur la quête est défaussé une fois qu'elle est accomplie. Bah oui. Telle carte ne compte pas dans la limite des quêtes principales ou personnelles. Quête principale, quête personnelle. Ouais. Wesh, ça marche. Symbole de difficulté. Donc, ils nous redisent que les dés, avec les symboles cercle, triangle, losange. De tous les symboles, le cercle est le plus facile à obtenir. La moitié des faces des dés de compétences comporte le symbole triangle, sensiblement plus difficile, et seulement un tiers des faces affiche le losange, c'est le plus difficile à obtenir. Par contre, on n'a pas d'échec en soi. On est forcément obligé d'obtenir un symbole. Et l'échec fera que ce n'est pas le bon. Ok. Lecture d'un test de compétences se divise en 3 sections. On a un lancer, un résultat et la possibilité de pousser. Le lancer, on en avait vu, schéma classique. C'était ici par exemple. On a bien le lancer, le résultat et la possibilité de pousser. Donc le lancer indique le type de test de compétence. Si une compétence apparaît, éloquence, il s'agit d'un test de compétence normale. Le joueur gagne un dé supplémentaire s'il la possède.
Si la section affiche un symbole de santé, vigueur ou magie, c'est qu'il s'agit d'un test de piste. Après, on a le résultat. C'est la difficulté du test et il faut obtenir le nombre de symboles requis. Là, en l'occurrence, 2 cercles. Et pour la section poussée, ça nous indique la ressource peut être utilisée pour un dé supplémentaire. Là, en l'occurrence, on pouvait dépenser de l'or. Ok, et dans leur exemple, on doit faire un test de compétence, éventuellement plus un dé si on a enchantement, obtenir 2 triangles et on peut pousser avec une gemme spirituelle. C'est logique puisque c'est un enchantement. Et là, c'était logique aussi parce que on parlait au garde pour le persuader, donc on pouvait le payer pour faire nos tests d'éloquence. La construction me paraît pas mal. Alors attention, par rapport aux quêtes, on va avoir une importance des choix. Une fois que la quête a soit réussi, soit échoué, elle peut continuer. Au bas du verso de la carte, le joueur va souvent disposer de 2 options qui vont déterminer la progression de l'histoire. Une fois son choix effectué, il va piocher une nouvelle carte. D'où l'importance des choix. D'accord, il va falloir que je mette ça comme ça, ce sera moins casse-bonbon. Alors, pas assez de ressources. Certaines cartes ou événements vont forcer les joueurs à perdre une partie de leur or, minerai. Ça, je me rappelle jamais, c'est pas nature, ça veut rien dire, une ressource nature. Une plante, bon Dieu de bon Dieu, ou une gemme. Voilà nos 4 ressources. Or, minerai, plante, gemme. Si le joueur ne possède pas la ressource demandée en quantité suffisante, il en perd autant que possible, sans autre pénalité. Ah ok. Toutefois, si une autre carte demande de remettre un type de ressource donnée, le joueur doit en posséder le montant requis afin de pouvoir continuer la quête. Alors, en cas de défausse, en cas de perte, tant pis si on n'a pas le quota maximum. Par contre, si on doit rajouter des ressources sur une carte, là, on doit aller jusqu'au max. La défausse de trésors. Certains effets peuvent forcer un joueur à défausser ses trésors. Ils sont généralement indiqués par un symbole coffre. Lorsqu'il apparaît, le joueur doit défausser un objet de son choix dont le dos affiche coffre avec une enclume, coffre avec B pour trésor de base, coffre avec un A pour avancer ou coffre avec je ne sais plus quel symbole. Ah, c'est un objet particulier ça. Ou alors une carte d'équipement arme, enchantement ou ça c'était lié. Ah, petit équipement. Crochet, dague, casque léger. Armure légère. Là, on a des armes lourdes, armure lourde, armes légères, armure légère et des cartes d'enchantement. Donc si on nous demande de défausser un des trésors et qu'on ne possède pas la carte avec le symbole au dos, on n'en défausse pas. Occasionnellement, il est demandé au joueur de défausser une carte objet dotée d'un symbole spécifique. Si on ne possède aucune carte, on ne défausse rien. Bon, ça va, on n'est pas dans quelque chose d'horriblement, comment on va dire, punitif. Ça me plaît bien. Si on n'a pas, on n'a pas, on ne le fait pas. Il va y avoir des quêtes spéciales. Certaines cartes quêtes principales peuvent affecter tous les joueurs. À la fin de certains chapitres, il est demandé de piocher une seule carte quête principale pour tout le monde. Dans un tel cas, placez la carte à côté du plateau afin qu'elle soit visible de tous. Ok. Ah, on a une limite d'expérience. Tout au long du jeu, les joueurs vont gagner de l'XP
avec ces jetons-là. Cet XP utile... Oula, pardon, ça gratouille. Cet XP est utilisé pour gagner des niveaux et pour effectuer certains tests. Un joueur ne peut jamais posséder plus de pions que le montant qui lui est nécessaire pour gagner un niveau. Ah oui, c'est vrai que quand on atteint le maximum, on est obligé de passer au niveau supérieur. Ainsi, au début de la partie, un joueur ne peut pas détenir plus de 7 pions XP. Si un joueur possède déjà ce montant, tout nouveau pion XP gagné est immédiatement perdu. Pour plus de détails, consultez la section Faire progresser votre personnage, page 41. Est-ce que là ils disent au début de la partie, un joueur ne peut pas détenir plus de 7 pions expérience. Sur notre plateau joueur, est-ce que c'était marqué ça? Là, on a une case de stockage, mais non, c'est pas indiqué. 2, 4, 6. Ah, dans le tuto, j'en avais gagné 8. Allez, j'en vire un. C'est bien parce que c'est vous, hein. Est-ce que sur notre carte, on a la limite d'indiquer non, donc ça va être générique pour tout le monde. Et ben on verra ça, page combien? 41 quand on y sera. Ok. Bon, il y a quand même pas mal de choses à se souvenir concernant toutes les cartes quêtes. Ça fait l'objet quand même de 4 pages. Il faudra bien s'en rappeler. Alors, on arrive au combat. Non. On va passer toute la zone de combat parce que ça va être aussi un gros morceau. Ah oui, pas mal de pages. Ouh là là, la vache. Ouh la vache, on a 2, 4, 6, 8, 10 pages qui fonctionnent pour le combat. On va aller donc faire le détail des cartes pour bien avoir ça en tête. Et on commence par les cartes événements. Là, on a vu qu'elles étaient... Alors, c'est aléatoire, mais autant continuer de se servir de nos cartes du tuto parce qu'on va les avoir de la même façon. Voilà, 4 cartes événements. Alors, le nom de l'événement, ok. Le type d'événement, s'il est actif, quête globale ou immédiat. Paquet chapitre. En haut, c'est le paquet chapitre auquel l'événement correspond. Campagne 2.3. Ah non, campagne 2, chapitre 3. Ah, mais alors ça veut dire qu'il va falloir les trier. Campagne 1, chapitre 1. Ok. Un chapitre 1, un chapitre 1. 1.1. Ok, oh, voilà, et ça s'arrête ici. D'accord, donc en fait, on va en avoir une dizaine pour le premier chapitre de la campagne, après une certaine quantité, pas beaucoup d'ailleurs pour le chapitre 2, on n'en aura que 4, etc., etc. Paquet chapitre. En fait, première aventure, on va démarrer comme ça. Alors, ça limite la rejouabilité parce que si initialement on avait tous ces événements-là, quelle que soit l'aventure en cours, c'était quand même pas mal. Là, ça limite un petit peu. En dessous, on a la description de l'événement. Que se passe-t-il à cet instant? On va avoir les pions menaces qui sont à placer au moment où on pioche la carte événement. Et tiens, pourquoi il détaille pas le reste de la carte? Là, on a le lieu où on doit placer un jeton quête. C'est bien ça. Et alors en dessous, dans la plupart des tests de compétences, vous pouvez dépenser des ressources
pour pousser, ouais, ça on l'a bien vu. Ici, la carte permet au joueur de dépenser un objet pour pousser. Est-ce qu'on dépense pour obtenir un résultat automatique. Ici, la carte permet au joueur de dépenser un objet pour obtenir un résultat automatique. Par conséquent, si vous dépensez 3 objets, vous réussirez automatiquement le test de compétence. Mais c'est marqué où? Alors, la guilde des voleurs de Faillaise amasse des objets en prévision des coups durs. Se rendre à Faillaise. Amasser des ressources. Test de lancer 3D plus 1 si on a éloquence. On doit obtenir 3 losanges. Pour pousser, ça permet d'obtenir un losange. Ouais. En cas de succès, gagner 2 XP et 8 centimes, mélanger la carte 144, etc. Ah ouais, d'accord. Ici, la carte permet au joueur de dépenser un objet pour obtenir un résultat automatique. Alors, c'est pas très explicite, hein. C'est une déduction parce que on nous dit que la guilde amasse des objets en prévision de coup dur, amasser des ressources. Waouh, non, c'est pas clair. La carte manque de clarté. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup comme ça, hein. Bon, ok, allez. Ça, c'était pour les cartes événements. Ça veut dire que s'il y a un bug de lecture, il faut s'attacher au texte lui-même et ça devrait nous orienter. D'accord. Allez, on continue avec les cartes quêtes. On a le nom de la quête au milieu, d'accord. Le numéro de la carte, ouais. La limite de menace qui est bien en haut à droite. Comme ici, ça marche. L'histoire de la quête, ok. La destination de la quête, où on doit se rendre. La ligne d'arrêt, on arrête la lecture quand on arrive ici après la pioche. Quand on arrive sur le lieu de la quête, on a le petit fleuve qui reprend. Et enfin, l'objectif de la quête. Derrière, on a succès, échec, l'histoire de la quête. Et éventuellement, comme on l'avait vu dans le tuto, certaines quêtes vont nous donner un choix pour continuer. Option 1, option 2. Et c'est là où on va aller chercher les cartes correspondantes. Et il ne faut pas oublier que si on nous demande d'aller chercher la 172 qu'elle n'est pas dispo, on prend la 173. Si la 173 n'est pas dispo, on prend la 174, etc. Ça marche. Les cartes, hein, par rapport à tout ce qu'on a vu, ne devrait pas y avoir de piège. Carte donjon et rencontre. Les cartes donjon et rencontre. Oui, 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 oui. Ouais, bon bah je vais pas prendre les cartes rencontres parce que les cartes rencontres, ça doit être nos ennemis catégorie par catégorie là, humains, des draps, animaux, nature, automates, et il en restait un. Et puis les cartes rencontres, par contre, ce sont celles qui sont numérotées pour nous faire vivre notre aventure. Donc on va avoir le numéro de la carte, la fameuse piste d'armure de l'ennemi, avec éventuellement un symbole armure lourde, armure légère ou une armure magique. Là, en l'occurrence, ceux-là possèdent les 3 types d'armure. La catégorie à laquelle appartient la rencontre ou l'ennemi. Ouah la vache, niveau de l'ennemi. Niveau 5, waouh. Le type d'ennemi.
son nom, symbole du dé rouge quand c'est lui qui fait son attaque, l'action légendaire de l'ennemi, ah ouais, carrément, ça craint, avec des dégâts de plus en plus lourds, bien sûr, le butin, récompense en points d'expérience, et le butin en... Ah oui, d'accord, alors les récompenses, ce serait en cercle, et le butin, ce serait dans les carrés. On va voir jusqu'à 4 butins en fonction du type de rencontre. Waouh, pas mal. Nos acolytes, parce que l'on peut être amené à rencontrer des gens qui vont nous suivre. Le numéro de la carte, le symbole de l'acolyte, son nom, une petite citation. Je tue pour vous, vous payez. Ok. Alors en dessous, on a furtivité 1. Ça doit nous donner, ou alors c'est à elle que ça s'applique uniquement. Action de l'acolyte. Alors c'est vrai que comme les ennemis, les acolytes lancent le dé rouge. Si elle obtient sur le dé rouge les épées, elle fait un coup dans le dos. 2 dégâts lourds ou 2 dégâts légers. Effet de l'action de l'acolyte. Ah, bah d'accord. Perdez un or parce que c'est son jour de paye. Ah ouais, ok, donc si on tombe sur tête de mort, il va falloir taxer. Et il me semble avoir lu que si on peut pas le payer, ben il s'en va tout simplement. Hein. Ça ne dégénérera pas. Après, autre carte. Les cartes de statut. Ah, alors, ces cartes de statut, il y en a quand même un bon paquet. Statut. Ah, non, là. Ça fait partie. C'est moi qui ai mal. Oh le con! Non, non, non! Attention! Elles sont numérotées, que je fasse pas de connasserie. Même celles-ci sont numérotées en objet. Faudrait que je les remette bien. Donc on a un numéro de carte, oui. Le nom du statut, la description du statut. Par exemple, une prime à bord de ciel. Quand vous entrez ou passez dans une forteresse, choisissez une option. Ou bien on fait un test d'éloquence, ou bien il y a marqué là, résultat. Ah bah option 1. Choisissez option 1. Ah oui d'accord. Option 1 ou option 2. Tiens, ne pas oublier que ça, ce serait un statut qui affecte tous les joueurs, toutes les personnes présentes autour de la table. Donc option 1, si on va dans une forteresse, on peut faire un test d'éloquence, obtenir 2 cercles, échec, remettez 5 centimes, ou option 2, on nettoie 347. Qu'est-ce qu'on gagne? Là, on peut échouer avec une pénalité. Et si je réussis mon test d'éloquence en ayant mes 2 cercles, c'est bizarre ça. Ah bah ça doit être derrière. Bah non, j'allais dire c'est derrière. Non, puisque on n'a qu'une seule face quand on... Bon, on verra. À détailler à ce moment-là. Bah en fait, si on réussit, ça évite juste d'avoir à payer 5 centimes. Ah, parce que le nom, c'est une prime à bord de ciel. C'est-à-dire que dans toute la région de bord de ciel, on a une prime sur notre tête. Ok. Bah, bravo. Les cartes objets. Si on prend par exemple la dague de fer de Mueva, on a le paquet auquel il correspond, le type d'objet, le nom de l'objet,
Ah oui, le type d'objet, ça, c'est en fonction de notre plateau joueur pour le placer correctement sur le plateau. Tête, torse, arme à une main, deux mains, les bottes, ou bien potion, anneau. Ça, c'est pour le type. Les actions en combat avec les résultats, les effets de l'action, le prix de l'objet ou à la vente ou à l'achat, c'est le même, et le coût en bas à droite de l'amélioration ou de l'enchantement. Alors, amélioration, c'est en dépensant du minerai, et l'enchantement, c'est en dépensant des gemmes spirituelles. Et justement, les cartes enchantement et amélioration sont scindées en deux. En haut, l'enchantement, en bas, l'amélioration correspondante. Ah oui, alors là, c'était une amélioration d'armes légère. Là, ce serait une amélioration d'armure. Amélioration d'armes plus 1. Ah bon? Pour avoir bien le paragraphe correspondant. Parce que pourquoi on dit que c'est une amélioration d'armure, amélioration d'armes? Ah oui, d'accord. Il peut y avoir deux effets avec l'amélioration. Ah oui, en une seule carte, on fait 3 effets potentiels à choisir. C'est pas mal. Exemple d'armes améliorées et enchantées. D'accord, c'est qu'on fait un lien. Il ne va pas être au même endroit en fonction de ce que l'on a choisi. Si c'est un enchantement, ça vient se placer au-dessus de la carte. Si c'est une amélioration d'arme, ça se place sur la droite. Ah oui, d'accord. Ça donne le plus 1 en bonus. Ah, c'est bien foutu. Et si c'était une amélioration d'armure, comme ici, ça vient se placer en dessous de la carte. Bon bah ça va avec un seul et même trombone, on peut jongler comme on veut sur l'amélioration, il n'y aura pas de souci. Cool, ouais, c'est bien pensé ça. Et je pense que à plusieurs joueurs, hein, les petits trombones comme ça vont être quand même assez efficaces parce que quand on a notre plateau devant nous et qu'on triture, qu'on manipule, ça a vite fait de se retrouver à gigoter. Ok, ça me plaît. Ah, ok, voilà pour les cartes. Un bémol sur le statut où il faudra bien faire attention à ça. Mais sinon, tiens, ils n'ont pas parlé. Donjon rencontre, carte acolyte. Alors, les acolytes, on va les trouver là-dedans. Ou pas? Oh la vache, pourquoi il n'y en a pas? C'est bizarre ça, non? Ah non, les acolytes, a priori, on va les gagner au cours des aventures. Ça, ce paquet-là, ce ne sont que des rencontres aléatoires. Et oui, elles sont pas numérotées. Des quêtes ou des événements. Pareil dans la nature, c'est pas numéroté. Et on en a un petit paquet. C'est bien. Donc, on en sait un peu plus sur les cartes. On n'a pas loupé grand-chose. Alors oui, je dis on, parce que je vous inclus dedans ceux qui ont le courage de suivre ces découvertes de règles là. On le fait ensemble, hein. Donc il n'y a pas de raison, mais ce on m'inclut moi principalement. Euh, alors, avant de retourner au combat, ça m'amène où? Exploration. Et ça, c'était le combat. Ça fait quoi? Ça fait à peine 1 heure. Eh ben, on va continuer de découvrir en remontant le bouquin. Par exemple, le chapitre Guide de l'explorateur de bord de ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? Il existe de nombreuses façons de jouer à Skyrim. Certains joueurs vont préférer se concentrer sur l'histoire principale, moi-même, afin d'en connaître la fin le plus rapidement possible, tandis que d'autres seront plus intéressés par l'exploration, les quêtes secondaires et les rencontres avec les habitants de bord de ciel. Ah oui, alors moi je serais plutôt dans un mix des deux, hein.
J'aime bien faire l'histoire principale, mais en prenant mon temps, avec les quêtes secondaires et en rencontrant du monde. Il n'existe pas de bonne façon de profiter du jeu du moment que tous les joueurs y trouvent leur compte. Toute approche est valable. Il existe toutefois quelques points qui permettent d'enrichir l'expérience de jeu. Haha! La coopération. Les donjons peuvent se révéler difficiles. Dans certains cas, s'y aventurer seul est bien trop risqué. Rassembler un groupe d'aventuriers peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Le même principe s'applique aux cartes quêtes qui comprennent des rencontres. Les joueurs ignorant tout de la puissance des adversaires qu'ils vont devoir affronter, il est souvent judicieux de prévoir des renforts au cas où. Oui, mais en solo pur, ça marche pas, sauf avec des acolytes. Mhm. Il peut arriver qu'un joueur progresse moins que le reste du groupe. S'il se trouve confronté à une différence de niveau notable entre les personnages, les joueurs peuvent faire équipe et explorer les donjons en groupe afin de progresser plus rapidement et plus équitablement. Les ennemis les plus coriaces octroient de meilleures récompenses et ils sont plus faciles à vaincre en travaillant en équipe. Alors un bémol quand même là sur ce qu'ils disent, on va être relativement pourri par les jetons menaces. Alors j'espère que le jeu est suffisamment bien pensé et équilibré pour que dans un cas de figure où on est à plusieurs et il y en a un qui est un peu à la traîne, on va vouloir l'aider, bah, on va pas continuer d'être submergé constamment de menaces, ce qui fait que l'autre, on en a rien à foutre, il se démerde, point barre. À voir. On a sinon une façon de jouer en explorant le monde. On trouve en bord de ciel de nombreux individus qui ont besoin d'aide. Les joueurs ont tout intérêt à tirer profit de ces situations et essayer d'accomplir leur quête personnelle dès que possible afin de se renforcer en vue de la quête principale. Les quêtes perso permettent de gagner des niveaux plus facilement, de recevoir de meilleures récompenses et d'obtenir de précieuses cartes statuts qui pourront vraiment faire la différence par la suite. Ah ok, donc le paquet de petites cartes statuts, ce sont des récompenses vraiment spécifiques, balèzes. Les quêtes personnelles procurent également un autre avantage non négligeable, elles peuvent accueillir des pions menaces. Disposer d'emplacements supplémentaires pour ces pions peut permettre d'éviter une défaite prématurée. Rencontrer des gens en piochant dans les paquets rencontre-ville ou rencontre-nature permet souvent d'obtenir des récompenses immédiates qui peuvent se révéler incroyablement utiles. Oui, donc là, l'exploration, c'est les rencontres dans 2 lieux différents, les quêtes personnelles. Si à un quelconque moment de la partie, les joueurs ont le sentiment d'être bloqués dans la quête principale parce que leurs objectifs semblent trop ardus, il est judicieux de se concentrer pour un temps sur des quêtes personnelles afin de mieux se préparer à affronter la fameuse quête principale. D'accord. Bah, ça me fait penser au leveling dans le jeu vidéo, hein. Il y avait parfois des rencontres qui devenaient un petit peu trop costauds tant qu'on n'avait pas XP suffisamment pour progresser. Ok. Et puis enfin, une autre façon d'aborder le jeu, c'est l'équilibre de l'éventail de compétences. Toutes les compétences se révèlent à un moment ou à un autre utiles. Il peut être tentant de n'apprendre que des compétences utilisables directement en situation de combat, mais cette approche va avoir pour effet de laisser le joueur désemparé face aux autres éléments du jeu, où d'autres compétences seront vitales. La méthode idéale consiste à créer un personnage équilibré, doté de compétences qui reflètent son identité. Équilibrer les compétences de combat avec les autres permet une bien meilleure expérience de jeu. D'accord, donc là par contre ça diminue l'aspect rejouabilité en fonction des héros que l'on va choisir.
Parce que la façon dont c'est décrit, ça veut dire que non, je ne peux pas prendre un nordique qui sera exclusivement orienté combat. Ce qui me permettrait de rejouer avec l'Altmer qui sera exclusivement orienté magie. Là, ils nous disent bien qu'il va falloir équilibrer. Donc on perd en personnalisation de notre personnage. Ou alors, on le fait avec orienté magie, combat, éloquence, magie, furtivité. Ça va dépendre du type de compétences auxquelles on a droit. Voyons voir. Furtivité, alchimie. Ok. Après, je suppose qu'on est limité en nombre à apprendre, hein. Ah ouais, alors, ok. Alchimie, ça c'est en double. Crochetage. Ah, là on est orienté voleur. Crochetage, vol à la tire, furtivité. Je prends dans les rouges. Arme à deux mains, archerie, parade. Ok. Orientation, mais que combat. J'ai peur qu'il y ait beaucoup en magie. Illusion, guérison, destruction. D'accord. On pourrait orienter un mage, personnage mage, plus en soins qu'en attaque avec les sorts. Alors ça pourrait être de la magie de guérison tout en ayant des attaques de corps à corps balèzes. Ça pourrait être de la magie, de l'illusion, enchantement, avec un peu de crochetage, vol à la tire. Bon, allez, on va considérer encore une fois que ça aura été pas mal pensé pour nous donner suffisamment l'envie de rejouer une partie avec un personnage différent pour l'orienter différemment. Alors je me focus là-dessus depuis le début parce que sur la boîte, on avait vu qu'à 2 reprises, ils nous mettaient une rejouabilité infinie. Je sais bien que ça fait partie du blabla commercial, mais qu'on arrête de me prendre principalement pour un con parce que sur les jeux que j'ai vus passer, que j'ai achetés à plusieurs reprises, oui, c'est vrai, même si ça peut rester assez rare, mais on a quand même vu passer des choses où clairement l'éditeur ou les créateurs nous ont pris pour des teubés. Donc je me garde cette réflexion de dire attention. Alors maintenant, on va remonter. Ah oui, avant cette histoire de mode monde ouvert. Le mode de monde ouvert, la sauvegarde de la partie. Ouais, après, les compétences, ça m'intéresse pour la progression du personnage. Euh, bah, ça rejoint l'exploration, hein. Est-ce qu'il serait pas bon de reprendre notre lecture à tout ce qui concerne l'exploration narrative de donjons et comme ça après on enchaînerait sur la comment tu t'appelles? La progression du perso. C'est pas mal ça. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure. Il est quelle heure? 9h30, oui, il faut que je stoppe de toute façon. Donc c'est pas mal. Allez, je vais mettre le mémo ici comme ça. Et la prochaine fois, on ira jusqu'à... Oui, pardon, alors ça reste là. Et repostitos, on ira jusqu'ici. Bon, il y a peu de chances que je me plante, hein, parce que on s'apercevra que ça, on l'avait déjà vu. Et bien voilà pour cette nouvelle vidéo. On en a appris encore plus. Et ce qui est bien, c'est que c'est fluide. Vraiment, c'est super fluide. Qu'est-ce que j'avais mis en post-it? L'histoire de la pioche des cartes. Ah oui, pour se rappeler que on allait chercher la suivante si on ne la trouvait pas.
piocher une carte numérotée. Ouais, c'est bien ça. Bon, bah, on avisera. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux. C'est la vignette pour clore cette 4e vidéo de découverte des règles. Pour les courageux, ceux qui ont acheté le jeu, qui n'ont pas encore mis le nez dans les règles, ben, j'espère que c'est un format qui peut vous convenir. Ça permet quand même, j'allais dire de balayer. Non, on est carrément dans le 100% des bouquins pour nous apprendre à jouer. Donc, moi je le redis, ça c'est un format qui me correspond parce que ça m'oblige à me poser sans faire de la lecture trop rapide et en diagonale comme j'ai pu parfois le faire avec certains jeux. Et puis ça permet de partager aussi, c'est quand même vachement bien. Et chose importante, ça me permet d'avoir tout un tas de réflexions sur le jeu. Et ça, je trouve ça absolument génial quand le cerveau fonctionne de tous les côtés et à fond. Allez, je vous laisse ici. À très vite pour la suite. Salut, salut.